Je m'appelle Olivia Morgan, j'ai 27 ans et je n'aurais jamais imaginé devoir me battre contre ma propre famille pour protéger l'héritage de mes grands-parents. Après avoir obtenu mon diplôme de droit, j'ai d'abord transféré leur succession de 3 millions de dollars dans une fiducie. La semaine dernière, mes parents et ma sœur sont arrivés avec un sourire entendu. Ils m'ont dit qu'ils avaient signé les papiers de transfert de la maison à mon père et m'ont demandé de déménager avant vendredi. J'ai simplement souri et dit « Tu crois vraiment que je laisserai faire ça ?» Leur réaction lorsqu'ils ont fait revenir les déménageurs et qu'ils ont trouvé quelqu'un qui attendait sur le porche est un souvenir que je n'oublierai jamais. Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous la regardez dans les commentaires. Si cette histoire vous parle, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre le parcours tragique de ma famille. Pour comprendre pourquoi j'ai déployé tant d'efforts pour protéger la fortune de mes grands-parents, il faut savoir où commence l'histoire. Mes grands-parents, Harold et Martha Morgan, m'ont élevé dès l'âge de 5 ans. Mes parents, Richard et Hélène, m'ont en grande partie abandonné alors qu'ils poursuivaient des carrières à l'étranger. En réalité, ils se contentaient de tenter de s'enrichir rapidement, sans succès, menant une vie loin des responsabilités. La maison où j'ai grandi était une magnifique demeure victorienne située dans un quartier historique de Boston. Elle appartenait à la famille de mon grand-père depuis 3 générations, avec de nombreuses autres propriétés et investissements de valeur, et sa valeur était estimée à 3 millions de dollars, une somme considérable. Mais pour moi, c'était tout simplement mon foyer, où j'ai appris ce qu'était vraiment la famille. Chaque matin, ma grand-mère Martha me réveillait avec l'odeur des muffins chauds. Réveille-toi, ma petite avocate. Avant même que je songe à étudier le droit, mon grand-père Harold m'avait appris à pêcher dans le petit étang du parc. Sa patience était inépuisable, même lorsque je m'en mêlais sans cesse dans ma ligne. Le soir, nous nous asseyions ensemble à la bibliothèque, chacun avec son livre, lisant parfois à voix haute des passages intéressants. Ces moments de calme étaient importants pour eux. De mes grands-parents, j'ai appris les valeurs qui ont fait de moi ce que je suis, l'honnêteté, le travail acharné et la responsabilité. Mon grand-père disait toujours « Ta parole est un engagement. Si tu la manques, tu perds quelque chose que tu ne pourras jamais racheter. » Ma grand-mère insistait sur l'éducation et l'indépendance. Une femme doit savoir voler de ses propres ailes, surtout quand on essaie de la démolir. La relation avec les parents et la sœur cadette de Valérie était tout aussi compliquée. Ils ne venaient que de temps en temps, généralement à Noël, lorsqu'ils avaient besoin de cadeaux ou d'argent. À chaque retour, le même schéma se reproduisait. Trop affectueux et assaillis de questions sur leurs investissements, se terminant par des histoires déchirantes de dépenses imprévues et de prêts jamais remboursés. Mon père a fait faillite à 2 reprises avant mes 10 ans. Ma mère s'est lancée dans plusieurs entreprises douteuses, des pilules amaigrissantes miracles aux multipropriétés. Ils vivaient au jour le jour, toujours à la recherche de la prochaine occasion de s'enrichir rapidement. Valérie, de 7 ans ma cadette, a grandi dans ce milieu et a appris les mêmes méthodes manipulatrices et exigeantes. Ma sœur devrait vivre avec nous, avait suggéré ma grand-mère après que Valérie eut volé de l'argent dans ma tirelire. Mais mes parents avaient refusé. Valérie était la seule enfant qu'ils pouvaient gérer, car elle nécessitait peu de soins. À mesure que mes grands-parents vieillissaient, leur relation devenait plus tendue. Papa appelait plus souvent, s'enquérant de sa santé, de son testament, de qui gérait ses finances. Maman envoyait des lettres recommandant la maison de retraite, prétextant que la maison était trop grande pour être gérée. Chaque visite était tendue, avec des conversations à voix basse qui s'arrêtaient rapidement dès que j'entrais dans la pièce. Tout au long de ma scolarité, j'ai obtenu de bons résultats grâce aux encouragements constants de mes grands-parents. Tandis que nombre de mes camarades recevaient de nouveaux téléphones ou des vêtements à la mode, mes grands-parents investissaient dans des livres, des abonnements à des musées et des voyages d'études. À 16 ans,
J'ai commencé à travailler à temps partiel à la bibliothèque pour financer mes dépenses. Ils m'ont déconseillé, mais j'ai constaté que les frais médicaux et les taxes foncières les fatiguaient énormément. J'ai décidé d'étudier le droit après un incident survenu dans mon quartier en terminale. Un couple de personnes âgées, M et Madame Wilson, avaient été escroqués par leur fils lorsqu'ils avaient transféré leur procuration et que celui-ci avait retiré toutes leurs économies. Je me sentais trahie et impuissante. Je voulais comprendre comment prévenir les injustices, en particulier envers les personnes âgées vulnérables. L'université, puis la faculté de droit, ont été très difficiles, car la santé de mes grands-parents a commencé à décliner. Il souffrait d'une maladie cardiaque et a dû subir plusieurs opérations. Elle souffrait de démence à un stade précoce. J'ai choisi une université proche de chez moi pour pouvoir m'occuper d'elle, refusant une bourse pour une université éloignée. En dernière année de droit, j'étudiais le jour, le soir, et je m'occupais des rendez-vous à l'hôpital et de mes grands-parents. C'était fatigant à bien des égards, mais ils avaient tant sacrifié pour moi. C'est ce que les membres de la famille devraient faire. Le jour de la remise des diplômes a été pour moi une journée pleine d'émotions contradictoires. En regardant autour de moi dans l'auditorium, j'ai vu mon grand-père en fauteuil roulant, une bouteille d'oxygène à côté de lui, et ma grand-mère assise à côté de lui. Bien qu'elle fût parfois confuse, son sourire était toujours éclatant lorsqu'elle me regardait. Ils étaient déterminés à venir malgré leur santé fragile. Mes parents et ma sœur étaient absents, malgré les invitations reçues des mois à l'avance. Maman m'a envoyé un texto ce matin-là pour me dire qu'elle avait un problème de voiture. J'avais perdu espoir qu'ils soient là pour les moments importants, mais leur absence me faisait encore mal. Après la cérémonie, nous sommes allés dîner dans son restaurant italien préféré. Il a levé son verre pour trinquer à la plus merveilleuse petite fille du Massachusetts. Elle a acquiescé, me complimentant sur mon intelligence, comme mon grand-père. Cette fierté m'a rendue à la fois heureuse et déterminée à ne pas les décevoir. Au cours de mon dernier semestre, j'ai suivi un cours complémentaire sur le droit des personnes âgées et la planification successorale. Au départ, c'était une question pratique pour mes grands-parents, mais c'est vite devenu une passion. La professeure Sarah Winters, ancienne procureure spécialisée dans les maltraitances envers les personnes âgées, a déclaré à la classe: 70% des fraudes financières contre les personnes âgées sont commises par des membres de la famille ou des aidants. La trahison est plus douloureuse que la perte d'argent. Ces propos ont trouvé un écho en moi. J'ai commencé à me renseigner sur les protections, notamment les fiducies irrévocables, qui protègent les actifs contre la cupidité des proches tout en laissant le contrôle aux personnes âgées. Les parallèles entre les cas étudiés en cours et ma propre situation familiale sont devenus de plus en plus évidents. 2 semaines après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris rendez-vous secret avec Nancy Hoffman, une experte en droit des personnes âgées recommandée par mon professeur. J'avais apporté les documents financiers de mes grands-parents, auxquels j'avais accès car j'aidais à gérer les factures. Nancy les a examinés attentivement, le visage sérieux. Votre intuition est juste. Vu le comportement que vous avez décrit et les récentes questions de votre père sur les prix de l'immobilier, il y a lieu d'être prudent. Une fiducie irrévocable serait une bonne protection des actifs, mais il faudrait que vos grands-parents acceptent de la mettre en place. Je n'osais pas leur parler, de peur qu'ils ne défendent leur fils. Ce soir-là, après le dîner, j'en ai parlé avec tact. Il était très surpris. Richard est tellement bavard, mais il ne prendra jamais notre maison. C'est toujours mon fils. Elle était silencieusement inquiète, froissant son alliance. Finalement, elle m'a demandé pourquoi. J'ai franchement partagé ce que j'avais constaté. La fréquence accrue des visites pour vérifier leur santé, les questions d'investissement, les suggestions de maisons trop grandes.
puis je leur ai montré l'email de papa à un agent immobilier demandant le prix de vente d'une maison voisine que j'avais repérée en l'aidant avec son ordinateur. Elle a fondu en larmes. 3 ans auparavant, papa lui avait emprunté 50 000 $ pour une « opportunité commerciale ». Papa avait promis de le rembourser avec intérêt, mais lorsqu'il lui en a parlé à Noël, papa s'est mis en colère. Nous sommes assez riches pour ne pas nous en souvenir, c'est vous qui nous devez de l'argent pour avoir élevé notre fille, pas vous. Le visage du vieil homme est devenu pâle. Montrez-moi les papiers de la fiducie, a-t-il dit lentement. 3 jours plus tard, nous avons rencontré Nancy à nouveau pour entamer la création du Morgan Trust. Les démarches juridiques étaient complexes, avec de nombreuses rencontres avec des avocats, des conseillers financiers et des banques. Nous avons structuré le trust de manière à ce que mes grands-parents en conservent la propriété et les intérêts de leur vivant, et que je sois l'administrateur du trust après leur décès. La maison, le portefeuille de placement et les autres actifs seraient tous transférés au trust, évitant ainsi toute allégation ou détournement. Tout cela était resté strictement confidentiel. Ils n'en parlaient à personne, pas même à leurs amis les plus proches. Je vivais toujours avec eux, travaillant un petit boulot dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, luttant pour construire une carrière tout en prenant soin d'eux. Le monde extérieur n'avait pas changé, mais je dormais mieux en sachant que leur héritage et leur maison étaient protégés des machinations de mes parents. 6 mois après la création du fonds, sa santé s'est rapidement détériorée. On a d'abord pensé à une maladie cardiaque, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer du pancréas en phase terminale. Le médecin lui avait prédit une espérance de vie de 3 à 6 mois. Toute notre famille était sous le choc et le cœur brisé. La triste nouvelle est vite parvenue à mes parents. Soudain, ils se sont mis à appeler tous les jours et à venir toutes les semaines, un événement sans précédent. Valérie a quitté son emploi au salon pour aider, principalement à faire l'inventaire lorsque je ne faisais pas attention. Un jour, j'ai entendu mes parents discuter dans le jardin, tard le soir. Quand le vieux sera fini, il faudra agir vite avant qu'elle ne cache quoi que ce soit. Maman a dit, elle est folle, elle signera n'importe quoi. Papa a demandé, et Olivia? Maman a dit, elle se mêle de tout, elle vient d'obtenir son diplôme et elle n'a aucune expérience. Papa a ricané, donnez-lui juste de l'argent pour qu'elle se taise. Si elle cause des ennuis, poursuivez-la en justice pour abus de pouvoir. Qui la croirait, leur fille? Je me tenais là comme une statue, un verre d'eau chaude à la main, écoutant clairement leur complot pour diviser la propriété. Le lendemain matin, j'ai rencontré Nancy et j'ai confirmé que les documents de fiducie avaient été correctement déposés et qu'ils étaient en sécurité. Elle m'a dit que la fiducie était solide, mais que nous devions être prudents si mes parents voulaient que ma grand-mère signe de nouveaux documents après le décès de mon grand-père. Il semblait se sentir traqué. Un soir, alors que j'étais avec lui alors qu'il avait du mal à respirer, il m'a serré la main fermement. Promets-moi de te protéger, toi et cette maison. Ce n'est pas seulement un bien, c'est un symbole de l'amour, de l'histoire et du sacrifice de notre famille. Richard n'a jamais compris ça, il ne voyait que l'argent. J'ai pleuré et je lui ai fait une promesse, et il a hoché la tête, soulagé. 3 jours plus tard, il est tombé dans le coma et s'est éteint paisiblement le lendemain matin, ma grand-mère et moi à ses côtés. Les funérailles furent modestes, comme il le souhaitait, avec la présence d'amis proches, de voisins et de collègues. Mes parents et ma sœur arrivèrent en retard, habillés de façon ridicule, et partirent précipitamment, prétextant avoir fait un long trajet. Avant de partir, mon père me prit à part pour m'interroger sur l'annonce de son testament. Je restai là, à parler de lui en silence, comme d'un homme de moralité, de sagesse et d'amour inconditionnel. En regardant la petite salle, j'ai compris qu'une vie digne d'être vécue n'était pas une question d'argent, mais d'amour. Mes grands-parents étaient vraiment riches à cet égard.
Après les funérailles, j'ai pris soin de ma grand-mère. Elle perdait peu à peu la mémoire, et le deuil accélérait le processus. Certains jours, elle me reconnaissait immédiatement. D'autres jours, elle demandait sans cesse où était mon grand-père. Je devais lui rappeler gentiment qu'il était parti, et j'en avais le cœur brisé. J'ai aménagé un horaire de travail flexible, télétravaillant et gérant moins de dossiers judiciaires. J'ai engagé Margaret, une aide-soignante dévouée, pour rester auprès d'elle quand j'étais occupée. Le soir, nous avons instauré de nouvelles routines, vieux films, albums photos, lecture de ses livres préférés. Ces activités l'ont aidé à conserver des moments de clarté dans sa mémoire de plus en plus floue. Mes parents m'appelaient régulièrement pour prendre de ses nouvelles, mais on aurait dit qu'ils vérifiaient ses biens plutôt que de s'inquiéter sincèrement. À chaque fois, je restais bref, la protégeant toujours davantage du danger alors qu'elle était fragile. 6 mois plus tard, il mourut, elle d'une pneumonie qu'elle ne put combattre. Elle s'éteignit paisiblement chez elle, à son chevet, comme elle le souhaitait. Je lui lus Jane Austen, son auteur préféré, et lui passai de la musique classique que mes grands-parents adoraient. Lors de sa dernière nuit de lucidité, elle me prit pour sa mère, se dit très fière que je sois si différente d'elle et lui demanda silencieusement de prendre soin de moi. Ses funérailles furent plus modestes que les siennes. Mes parents n'y assistèrent pas, envoyant des fleurs et un mot signé de leur secrétaire. Je n'étais pas surprise, mais plus émue par leur nature. Ma grand-mère fut enterrée à côté de mon grand-père dans le petit cimetière où reposent des générations de Morgan. Je trouvais du réconfort à l'idée qu'ils étaient réunis. Le silence à la maison était empli de souvenirs doux et amers. Pour la première fois, j'étais vraiment seule, sans mes grands-parents, qui m'avaient guidée. Mais ils m'avaient laissé la force de leur héritage d'amour et de valeurs. J'étais déterminée à préserver et à grandir comme ils l'auraient souhaité. 2 semaines après les funérailles, je commençais à m'habituer au calme de la maison quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert et trouvé mes parents et Valérie, l'air faussement triste. Ma mère s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, j'ai eu l'impression d'une mise en scène, pas d'une affection sincère. Mon père a dit, les familles doivent rester unies dans les moments difficiles. Il est entré dans la maison pour jeter un coup d'œil. Valérie a remarqué que la maison était plus grande que je ne l'avais imaginé. Je les ai poliment invités à entrer, leur ai servi du café et des gâteaux. La conversation a suivi son cours habituel, de la question de la situation de grand-mère au partage des biens. Papa m'a demandé, « As-tu regardé les papiers? Il doit y avoir un testament à ouvrir. Je m'occupe de tout. » J'ai répondu calmement, « Tout est réglé. » Maman m'a conseillé de vendre la maison et d'emménager dans un appartement moderne près du travail, adapté aux jeunes. Papa m'a dit que les prix étaient élevés dans ce quartier, donc je devrais vendre vite avant que le marché ne fluctue. Valérie a tapoté la table du bout des ongles, insistant sur le fait que l'héritage devait être partagé équitablement. Ce n'est pas parce que tu vis chez tes grands-parents que tu as tout. Leur inconstance m'a donné envie de rire et d'être amère en même temps. J'ai juste dit que je ne déciderais pas maintenant et j'ai changé de sujet. Ils sont restés 3 jours et j'ai découvert ma mère en train de voler les bijoux de ma grand-mère pendant que j'étais au téléphone dans une autre pièce. Papa a mesuré les angles de la pièce et pris des photos pour plus de détails. Valérie a secrètement interrogé Margaret sur les comptes bancaires et le coffre-fort. Le 2e soir, je suis allée dans le jardin pour respirer et j'ai entendu papa au téléphone discuter du projet de vente de la maison, fixant un prix minimum de 3,2 millions. Leur complot est devenu de plus en plus évident. Le lendemain matin, j'ai trouvé l'historique des recherches de Valérie sur son téléphone. Avocat spécialisé en succession, comment prouver une influence illégale, intenter une action en fiducie. Je leur ai gentiment demandé. Quelque chose ne va pas avec la maison. Papa a rougi et a dit. Je vous aide juste,
ne vous inquiétez pas pour votre nouvelle carrière. Maman a hoché la tête, on s'inquiète juste pour vous. Valérie a ajouté, pour être honnête. J'ai simplement répondu, merci, je peux m'occuper de tout. Ils sont partis en promettant de revenir bientôt pour aider. Dès que leur voiture a disparu, j'ai appelé Nancy pour lui signaler la situation. Elle m'a conseillé d'être prudente, mais était certaine que le fonds fiduciaire était inébranlable. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus à l'improviste, papa portant une pile de documents. Il a dit, « Nous aimerions savoir où vous êtes. » Maman, menaçante, a dit qu'elle venait de trouver un vieux testament léguant ses biens à papa, son fils unique, avec l'aval d'un avocat. Valérie était enthousiaste. Le fonds fiduciaire auquel elle pensait pourrait être invalide s'il y avait un vieux testament. J'ai tout de suite compris que le document était un faux. J'ai sorti les documents fiduciaires et les documents juridiques pour les accueillir. Ils étaient confiants, mais je suis resté silencieux, puis j'ai dit doucement. Tu crois que je vais laisser tomber? Papa a perdu confiance, maman a froncé les sourcils, Valérie s'est inquiétée. Papa a monté l'escalier en criant. C'est ma maison, mes grands-parents veulent que j'en hérite. Ce que tu as fait ne change rien. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et Jake, Nancy, Sophia, le notaire, et Margaret sont sortis pour se tenir à mes côtés, le regard sévère, prêt à intenter une action en justice. Mon père était stupéfait, sans voix. Jake a dit, « Tu accuses ma fille de faux. Continue, s'il te plaît. » Le docteur Sophia a annoncé qu'une ordonnance restrictive d'urgence avait été approuvée par le tribunal, empêchant tout transfert frauduleux de propriété. Elle a précisé que présenter de faux documents était un crime dans le Massachusetts, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Le visage de mon père est devenu blanc. Ma mère a essayé d'être douce. On veut que tout se passe bien dans la famille, pas besoin de se la péter. J'ai dit fermement, toi et ton mari avez créé un trust pour protéger les biens et l'héritage. Je suis l'administratrice légale, tous les autres documents sont des faux. Mon père a dit avec colère qu'il ferait appel devant la Cour suprême, m'accusant de les opprimer. Jake s'est approché et a demandé, menacez-vous de poursuivre pour diffamation? Cela pourrait être considéré comme du harcèlement et de l'extorsion. Le responsable du camion a commencé à demander si les marchandises devaient être transportées. Mon père a crié et m'a insulté. J'ai ri avec mépris. Que pouvez-vous faire pour moi? Vous m'avez abandonné quand j'avais 5 ans. Vous et votre mari êtes ceux qui m'ont élevé, aimé et m'ont appris la vie et la famille. Vous n'apparaissez que lorsque vous avez besoin d'argent et d'opportunités. Mes paroles ont rendu l'atmosphère plus étouffante que jamais, et Valérie a également raccroché. J'ai continué. J'ai une autre preuve que vous devriez entendre. J'ai fait écouter l'enregistrement de mes parents discutant dans le jardin tard le soir, le son montrant clairement leur complot pour profiter de ma grand-mère désemparée. Ma mère a halté, mon père était en colère. J'ai le droit de refuser l'enregistrement si je ne suis pas d'accord. Nancy l'a interrompu. La loi du Massachusetts autorise l'enregistrement si la personne qui enregistre est partie ou a son consentement. Olivia était présente et a accepté d'enregistrer. C'est tout à fait légal. Plusieurs policiers sont arrivés, après une explication, ils ont confirmé que la propriété était protégée et que l'interdiction de transfert de documents était en vigueur. Mes parents ont entendu cela et ont compris qu'ils avaient perdu, mais ils étaient toujours amers. Ce n'est pas fini. La famille ne devrait pas être si maltraitée. J'ai répondu doucement. Nous avons accepté. Margaret m'a pris dans ses bras et m'a dit. Tes grands-parents seraient si fiers. Je me tenais sur le porche de la maison que mon grand-père avait construite, entouré de personnes plus sincères et honnêtes que jamais. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de loyauté et de promesses faites à mes proches. Quelques jours plus tard,
J'ai qu'à finaliser l'enregistrement de ma fiducie et ma nomination comme fiduciaire. Nancy m'a aidé à me protéger juridiquement contre de futurs litiges. La police a renforcé ses patrouilles près de la maison. Quant au procureur, il voulait que je porte plainte, mais j'ai refusé après mûre réflexion, non par sentimentalité, mais parce que je savais que mes grands-parents souhaitaient que je reste civilisée. Ils ont respecté la décision et ont continué à suivre l'affaire. Je vivais dans la peur, surveillant constamment les caméras de sécurité. Mes parents ont essayé de me contacter, de me menacer de poursuites judiciaires et de m'apaiser, mais lorsqu'ils ont constaté leur incapacité, ils ont arrêté. Je vivais seule dans une maison remplie de doux souvenirs et d'enseignements. Parfois, je parlais comme si mes grands-parents étaient encore là, espérant qu'ils me béniraient. J'ai réalisé que la douleur de la perte d'un être cher n'est pas linéaire, mais plutôt imprévisible. Pour faire face à la complexité de mon deuil, j'ai suivi une thérapie avec le docteur Lillian Parker, spécialisée dans le deuil et les traumatismes familiaux. Grâce à ces séances, j'ai pu libérer la complexité de mon cœur, le manque de mes grands-parents, la colère envers mes parents, le sentiment de trahison, la culpabilité d'avoir parfois souhaité une famille normale et une solitude extrême. Le médecin appelait cela le « deuil duo ». La perte d'être cher et la perte de la famille dont je rêvais. J'ai appris à distinguer le mauvais comportement de mes parents de mes propres valeurs, comprenant que l'avidité était leur nature, et non la mienne. Plus important encore, la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi d'amour, de respect et d'attention mutuelle. Mes collègues du cabinet d'avocats sont devenus un soutien précieux. Ils m'invitaient à dîner pendant les fêtes, me rendaient visite régulièrement et créaient les conditions propices à mon apprentissage et à mon épanouissement. Environ 6 mois plus tard, j'ai décidé de rénover la maison. Non pas pour effacer le souvenir de mes grands-parents, mais pour associer leur héritage à mon avenir. Mon grand-père a conservé sa bibliothèque avec ses livres et ses confortables fauteuils en cuir, et j'ai transformé une chambre inutilisée en bureau moderne. Ma grand-mère a conservé le même style pour sa cuisine, mais en a ajouté une nouvelle qu'elle a eu le plaisir d'explorer. J'ai notamment créé le fonds de bourse Harold et Martha Morgan à la faculté de droit, qui soutient les étudiants intéressés par le droit des aînés. Utiliser une partie des fonds du fonds à cette fin m'a réconforté. J'avais l'impression de perpétuer la générosité de mes grands-parents et de transformer une histoire familiale douloureuse en quelque chose de positif. Mon travail a également évolué. Fort de ma propre expérience, je me spécialise en droit des personnes âgées et en planification successorale. J'aide les familles à créer des fiducies et à prévenir le risque d'être prises en charge, comme la mienne. Chaque client protégé est une petite victoire, fruit de la sagesse de mes grands-parents. Petit à petit, j'ai bâti une nouvelle famille autour de moi. Margaret me rend souvent visite en tant qu'amie. Les voisins se sont rapprochés après les jours où ils ont assisté à la bagarre sur mon porche, et j'ai rejoint un club de lecture où j'ai noué de nouvelles amitiés grâce aux histoires partagées. 2 ans après cet événement traumatisant, j'ai reçu une enveloppe anonyme par la poste. À l'intérieur se trouvait un petit mot de Valérie. Je suis désolée. Ils ont eu tort, et moi aussi. Tu me manques. Il n'y avait aucune demande d'argent ni mention de la maison. Juste un aveu et de sincères regrets. Après réflexion, j'ai répondu tout aussi brièvement. Merci de m'avoir dit ça, ça me touche beaucoup. Je ne m'ouvre pas à d'autres contacts, mais la porte est encore un peu ouverte. On ne sait pas si cela peut être réparé, mais je vois cela comme le début d'une guérison, mais pas d'une guérison complète. Quant à mes parents, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Je voyais parfois leur nom dans des courriers indésirables ou des appels téléphoniques étranges. J'ai accepté le fait que je n'aurais jamais de relation saine avec eux. Cette acceptation a été douloureuse, mais m'a aussi libérée de liens douloureux. Ma leçon la plus profonde est que la famille n'est pas une question de sang ou de lien du sang. Une vraie famille est fondée sur l'amour,
le respect et l'honnêteté. Mes grands-parents m'ont donné cela, et en leur absence, j'ai créé une nouvelle famille de choix, avec des amis et des mentors. Je m'assois encore dans son vieux rocking chair chaque soir de printemps, lorsque son jardin adoré est en fleurs. La maison n'est plus vide, mais remplie de souvenirs et de nouvelles opportunités. La fiducie protège non seulement mes biens, mais me fournit aussi une base solide pour me reconstruire après cette perte. Si vous ou un proche avez déjà rencontré des difficultés financières familiales, n'hésitez pas à partager votre histoire. Savoir que vous n'êtes pas seul dans ces situations difficiles contribue à apaiser la douleur. Si mon histoire vous parle, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager pour qu'elle inspire quelqu'un dans le besoin. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous resterez fort et que vous protégerez ce qui compte le plus pour vous.